Bonsoir, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec l'économie. La semaine éco s'intéresse ce soir au secteur de l'industrie, un secteur stratégique qui représente à peine 5% du PIB algérien. Voilà plusieurs décennies que notre pays tente de développer les activités industrielles hors hydrocarbures, mais sans grand succès. Jusqu'à maintenant, nous avons tous en mémoire la récente et malheureuse expérience du montage automobile et de l'électroménager. Nous allons tenter de comprendre ce qui n'a pas marché, pourquoi la formule SKD-CKD s'est avérée en fin de compte un véritable désastre pour les finances publiques. Alors, les industriels, les experts, les représentants du secteur privé, chacun apportera ce soir son éclairage pour mieux comprendre les enjeux et les défis à venir pour l'industrie nationale. Nous aborderons également les nouvelles mesures adoptées par le gouvernement pour bâtir une industrie tournée vers l'exportation. Pour développer tous ces aspects, nous avons avec nous ce soir les invités que nous allons présenter tout de suite. Tout d'abord, l'économiste Mahfoud Kaoubi. Monsieur, bonsoir. Bonsoir et merci. Voilà, et puis Kinan Douaji, expert en industrie. Il a été tout récemment à la tête de la holding Elek El Jazair. Bonsoir, monsieur Kinan. Bonsoir. Et puis notre troisième invité, Jamel Guidoum, PDG de l'entreprise spécialisée en électroménager, Iris, et vous représentez aussi la commission industrielle de la Confédération algérienne du patronat citoyen, la CAPC. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Voilà, et avant d'entamer ce débat tout d'abord, je vous propose de suivre ce reportage qui nous met au cœur de la problématique du jour, un sujet signé Yanis Ait Belhassem. Dès les années 70, l'Algérie a pris le chemin de l'industrie en érigeant des mastodontes tels que le complexe d'El Hadjar, Sonatrach, Sonacom, Euniem et Eni. Mais l'ouverture du marché aux importations internationales, la crise économique et la dévaluation du dinar ont mis mal le secteur. Pour l'expert en économie Hicham Ahmed Baba, la démarche devrait être tout autre. Elle est essentiellement basée sur l'intelligence. Heureusement, en Algérie, on compte plus de 1 600 000 étudiants en Algérie. Et nous avons énormément de laboratoires de recherche et d'enseignants qui peuvent accompagner les entreprises et le tissu industriel pour avoir un produit qui répond aux normes surtout mondiales. Dans le monde concurrentiel actuel, la course est sur la technologie et nous accusons un retard technologique qu'on ne peut pas rattraper à court terme. Du coup, donc, on peut commencer par des industries de transformation des produits agricoles, par exemple, qui ne demandent pas un savoir-faire de haute technologie comme la nanotechnologie. Mais pour être compétitif sur le marché national et international, il est important d'installer de nouvelles réformes bancaires, mais aussi mettre fin à la bureaucratie. La banque doit devenir un partenaire du tissu industriel. Elle doit se réformer, et elle doit sortir du modèle caisse et proposer des produits financiers adaptés aux besoins des investisseurs dans le secteur industriel. Le problème dans les rouages bureaucratiques, ce n'est pas uniquement le nombre de papiers à fournir, mais aussi quand on fournit un papier, l'industriel doit avoir une transparence pour savoir quel jour, combien de mois ou autre, il doit attendre pour récupérer ce papier. Et ça doit être clair, net et précis. Autre facteur favorisant l'émergence de l'industrie, les avantages comparatifs présentés par l'Algérie. On a un territoire de la taille d'un continent. Et donc, les entreprises qui réussissent en Algérie peuvent réussir ailleurs. Et donc, c'est un avantage compétitif au niveau mondial. Le deuxième volet, c'est la ressource humaine. Nous avons une population jeune. Certes, on a besoin d'un peu plus de formation orientée technique, orientée pratique. Les diplômés soient opérationnels très vite. Valoriser la formation et puiser les ressources naturelles hors hydrocarbures sont aussi des facteurs importants pour la réforme industrielle. C'est urgent, on doit penser à l'après-pétrole et l'un des avantages qu'on a, c'est le soleil. Qu'on doit utiliser, on doit profiter de cette ressource pour pouvoir produire des produits algériens avec cette ressource. On parle d'une production intelligente.
tout est intelligence. Et bien sûr, on doit s'orienter vers des techniques de management orientées vers le digital ou vers l'informatisation qui n'est plus un choix, c'est une nécessité. Bureaucratie, énergie renouvelable, numérisation et la formation professionnelle à la technologie et au management, des chantiers que les acteurs industriels devront prendre à bras le corps afin de réussir une relance effective du secteur. Retour au plateau avec nos invités. Nous allons commencer avec vous, Monsieur Kaoubi, vous êtes économiste. Alors, on voudrait savoir, aujourd'hui, l'industrie nationale, qu'est-ce qu'elle représente? On parle de 5% du PIB, mais qu'est-ce que cela représente vraiment, si on fait comparatif avec ce qui se passe ailleurs en matière d'industrie? Premièrement, merci pour l'invitation. Et pour répondre à votre question, l'industrie algérienne, en réalité, constitue un fardeau sur le trésor public, principalement. Donc, l'industrie algérienne est privé, est privée, oui. Et je m'explique. Donc, toutes les entreprises, ou presque, vivent sur la mamelle du trésor public, soit en subvention directe, assainissement, aide, facilitation d'accès au crédit bancaire, quand on parle du secteur public. Et quand on voit la facture donc, de toutes les opérations d'assainissement, et quand on voit le montant des crédits bancaires octroyés à ces entreprises, les choses sont très très claires. Les secteurs privés aussi, quand on voit sa participation réelle dans le produit intérieur brut, comparativement aux subventions dont ils bénéficient, le résultat est nettement en dessous des espérances et des objectifs. Donc des crédits bonifiés, des subventions, des facilitations d'accès au foncier industriel et des différentiels de prise en charge de pleine de contributions de l'État. Et si on veut être objectif, on dirait que réellement le secteur industriel ne contribue pas effectivement à la création de la richesse de la même manière que des pays qui sont au même niveau que l'Algérie, pour ne pas dire d'autres pays qui sont industrialisés. Normalement, ça devrait tourner autour de 30 à 40%, c'est la moyenne mondiale, pour les pays industrialisés en tout cas. On est à 35%, mais avec le secteur des hydrocarbures. Hors hydrocarbures, on est à 5%. C'est très peu. Oui, avec principalement l'industrie agroalimentaire qui vient en premier. Le reste, c'est des contributions négatives réelles. Monsieur Kilian, je rappelle que vous êtes expert en industrie. Alors, est-ce qu'il y a eu un moment où l'Algérie a connu une période où l'industrie était florissante? Merci d'abord pour l'invitation. Pour répondre à cette question, on va faire une petite historique rapide. Rétrospective. Un petit peu qu'est-ce qui s'est passé de 62 jusqu'à 88. Parce que 1988, c'est la rupture. En réalité, la période de 62 jusqu'à 67, c'est une industrie qui était trop dépendante de l'industrie française. Qu'on le veuille ou non, c'était un objectif qui était clair, net et précis. Le programme de Tripoli de 1962 avait deux objectifs, la réforme agraire et l'industrie de base, et l'industrie lourde. C'est ça qui a été mis comme objectif principal. Trois secteurs ont vu le jour. Il y a d'abord le secteur privé, c'est toutes les sociétés qui n'ont pas été nationalisées. Il y a le secteur mixte, où l'État a pris des participations. Et il y a le secteur autogéré, et c'est le secteur autogéré qui employait le plus de main-d'œuvre. Le secteur public, donc, à 100% public. Voilà, à 100% public, autogéré, avec un directeur nommé par les pouvoirs publics. Ce programme a pris de l'ampleur à partir de 1967 avec la création des grandes sociétés nationales. On était dans l'industrie industrialisante. Absolument. Sonatrach, Sonelgaz, SNS, c'est ces grandes sociétés qui ont pris en charge pratiquement l'ampleur du développement. C'est les premiers qui ont instauré un développement. On peut parler de la période glorieuse de l'industrie nationale. On peut le dire parce que l'objectif était autre. On est passé quand même de 132 ans de colonialisme. Il faut transformer pratiquement l'Algérie en un pays industriel. C'était pas rien. Mais l'objectif était différent. C'est pas la même chose. Maintenant, il y a la période de 88.
88, c'est la rupture avec l'économie socialiste. Et là, c'est le multipartisme. Et là, il y a un moment clé, il y a un gouvernement réformateur, c'est Mouloud Hamroche, qui a mis en place toute une, comment on appelle ça, toute une stratégie de réforme. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Et vient la crise des années 90. La crise économique, c'est une crise d'une ampleur inégalée. Maintenant, à l'intérieur de cette période-là, il y a eu le boom industriel qui est de 70 à 80, où tous les projets pratiquement étaient mis en œuvre et réalisés. Pour aller plus vite, par la suite, il y a eu l'ajustement structurel du FMI. Pas encore pour le moment. Il y a le boom, j'ai dit, jusqu'en 88, il y a eu le boom. Le FMI commençait à pointer du nez à partir de 1990. Mais tous les gouvernements successifs ont refusé le FMI d'une manière claire, nette et précise. C'était pas facile. Mais le temps n'était pas en faveur des décideurs, évidemment. C'est comme 1998-99, où il y avait deux ordonnances, 95-22 du 26-8-95, et la deuxième ordonnance 95-25 du 25-09-95, qui ont mis en place toute une structure pour la privatisation. Et c'est à partir de là où les choses commençaient on a commencé à privatiser des actifs très intéressants, malheureusement. C'était la période des privatisations. Oui, dans des conditions qui n'étaient pas favorables. Transition tout de suite pour parler avec M. Guidoum, justement, de cette ouverture du marché qui n'a pas vraiment peut-être profité au secteur privé. Peut-être que le secteur privé aurait pu jouer un plus grand rôle, en tout cas, pour que ce soit ce rôle-là que ce rôle apporte de bonnes choses pour l'économie, parce que ce n'est pas le cas. Jusqu'à aujourd'hui, on conteste le rôle du secteur privé après les années 90 et jusqu'à maintenant, en disant que c'est un secteur qui reste tout de même très dépendant de la rente de manière directe ou indirecte. Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Moi, je ne partage pas à 100% votre avis, tout simplement parce que, quelque part, le développement de l'industrie d'un pays se base principalement sur les guidelines que le gouvernement ou bien l'État doit tracer aux opérateurs. Si on parle de secteur privé, moi je dirais au contraire, les opérateurs privés qui se sont investis dans l'industrie, moi je peux les considérer comme des patriotes économiques. C'est du patriotisme économique du fait qu'on s'adresse à un marché où la voie d'importation, elle est beaucoup mieux huilée par rapport à la voie de l'investissement. Celui qui investit, c'est celui qui investit jusqu'à l'heure actuelle est considéré, il est mal vu par rapport à celui qui faisait de l'importation et de la revente en état classique. Maintenant, un privé, il faut qu'on appelle le chat un chat. Un privé, il lance un investissement, il met en place un investissement, c'est pour gagner de l'argent. Il prend beaucoup de risques aussi. Il prend beaucoup de risques, c'est pour cette raison que j'appelle... Surtout si le marché n'est pas assez régulé. Absolument, absolument. Donc, les contraintes qui existent en Algérie, c'est des contraintes handicapantes pour l'investissement en Algérie. Acter la liberté de l'investissement relève d'une grande priorité pour pouvoir vraiment développer l'investissement en Algérie. Et malheureusement, nous sommes en train de l'entendre, mais on n'est pas en train de le voir sur le terrain. On parle d'avantages accordés aux investisseurs, mais finalement, ces avantages, c'est les b.a.-ba qui existent au niveau des pays voisins, que ce soit au Maroc, en Tunisie. Il y a d'autres avantages qui sont octroyés ailleurs, qui n'existent pas en Algérie. Et malheureusement, cette vision reste toujours une vision très restreinte. On parle d'avantages fiscaux, on parle d'avantages douaniers, on parle d'octroi de fonciers industriels, mais tout cela existe un peu partout. Il y a certains pays qui sont allés un peu plus loin. Je cite l'exemple du Singapour. Ils ont voulu développer, ils ont voulu industrialiser leur pays. Leur présidente, à l'époque, avait décidé d'annuler tout type d'imposition fiscale sur le produit fabriqué localement. Et du coup, toute la population s'est orientée vers la consommation du produit local. Ça a généré
une envie ou bien ça a encouragé les gens à aller investir d'emblée dans des investissements, dans des industries locales et par la suite ça a créé une richesse qui était très très significative par rapport au PIB, par rapport à tous les facteurs économiques. Monsieur Guillaume, on se pose quand même la question, au bout de 30 ans d'ouverture du marché, les acteurs qui ont pu placer leurs produits au niveau international à travers l'exportation sont rares. Et 30 ans, c'est beaucoup de temps. Moi je dirais... C'est-à-dire qu'on se contente toujours du marché local Exactement. parce que tout est subventionné quelque part. C'est la facilité. Moi je dirais que l'opérateur économique, c'est comme un petit enfant que les parents doivent orienter vers telle ou telle voie. Maintenant, l'opérateur économique, il est orienté gagner de l'argent. Gagner de l'argent nécessite et mérite quelque part des encouragements dans un sens ou dans un autre. Moi, je pourrais vous dire que l'acte d'export en Algérie, exporter en Algérie, c'est un acte très difficile. Malgré les déclarations officielles, même du président de la République, il y a beaucoup de contraintes dans la voie d'export par rapport à la voie de l'import. Donc, si on s'adresse à un opérateur économique, il va vous répondre tout simplement pourquoi ce cassement de tête du moment que je vais gagner de l'argent en important, je vais gagner de l'argent en vendant dans le marché local par rapport à celui de l'export. Celui de l'export, moi je peux vous citer un simple exemple. Le produit algérien ou bien l'Algérie en elle-même n'est pas réputé comme un pays exportateur. Si vous voulez qu'on aille vers des marchés à l'extérieur, tout d'abord, libérer les opérateurs qui veulent exporter à s'installer à l'étranger. Malheureusement, cette voie, elle est pratiquement 100% fermée. Pour mettre un petit investissement, ou un léger investissement à type de bureau de liaison ou bien un showroom ou bien une équipe qui va étudier le terrain, il vous faut l'autorisation de la Banque d'Algérie. Celle-ci n'a pas siégé depuis presque 3 ou 4 ans. Très bien. Donc, on va revenir sur le climat des affaires, M. Guillaume. Alors, M. Kinan, mais quand même, si on voit la situation aujourd'hui dans notre industrie, pratiquement tous les industriels, qu'ils soient privés ou publics, quelque part dépendent des revenus des hydrocarbures, notamment pour se financer en devises. Donc, c'est une industrie qui est complètement extravertie. C'est un sérieux problème quand on veut exporter. Oui, mais c'est une conséquence logique des choix opérés en matière d'organisation de l'économie et principalement dans un schéma qui exclut les marchés comme élément fondamental dans l'équation d'organisation économique. C'est quoi les marchés? Le pouvoir institutionnel a cette obligation de réglementer, de produire de la réglementation qui fixe les règles que les compétiteurs, donc les entreprises, doivent observer. Et ces règles doivent être au niveau de la compétitivité économique. Et je m'explique. Des règles claires, stables, qui mettent les différents acteurs au même pied d'égalité. Il faut que cette administration, donc ce pouvoir institutionnel, ait l'intelligence, la compétence de connaître la chose économique afin de produire une réglementation, donc de dimensionner le marché de manière unique pour les différents compétiteurs. Et à ce moment-là, la compétition s'installe et la performance partagerait entre les différents acteurs, les différentes entreprises. On a tendance de parler public-privé alors que l'économie est par essence privée. Oui. La création de la richesse, elle est privée. Maintenant, la propriété peut être publique ou privée. L'exemple chinois est illustrateur. Donc, c'est le pays communiste qui est le plus performant dans une économie de mondialisation à travers de grands groupes publics. Voilà, donc les règles de fonctionnement sont libérales. La liberté d'investir, et là, je me pose la question, est-ce qu'on a un marché clair? Tout le monde se plaint. Le public, il se plaint du marché, des règles de fonctionnement inéquitables. Le privé peut frauder, peut ne pas facturer, peut se dérober, le public non. Et c'est comme ça qu'on a perdu, que beaucoup d'entreprises publiques se trouvent dans une situation d'incapacité de concurrencer le public fraudeur, le privé. Et je ne dis pas que tout le privé est fraudeur. Hein. Donc, le privé aussi se plaint souvent de cette lourdeur d'administration, de cette opacité et de cette logique de piraterie qui s'installe. Et au bout du compte, on a eu un système de piraterie
qui s'est constitué et qui est versé vers la consommation de la richesse publique, la répartition, parce qu'en fin du compte, le modèle a été conçu en grande partie sur ça. Si on veut aller vers l'entreprise, libérer la concurrence, et ce n'est que par rapport à ça qu'on peut asseoir un climat de compétition et donc de création de richesse. Sinon, on est dans une logique d'extraction de pétrole et de répartition et de redistribution de la manne pétrolière. D'accord. Monsieur Kilian, vous connaissez bien le secteur public, vous êtes aussi consultant, vous avez travaillé, j'imagine, aussi avec le secteur privé. Il y a quand même du potentiel. Quels sont les secteurs qui peuvent rapidement devenir moins dépendants des devises que fournit la Sonatrach par biais des banques, en devenant exportateurs, bien évidemment? Parce qu'il y a le problème de la balance de devises des entreprises qui pose problème chez nous. C'est tout à fait clair. Bon, là, je vais répondre par deux... Les secteurs où on a plus de chances. Moi, je pense qu'il faut se lancer dans l'industrie de la transformation. D'accord. Donc, vous parlez de la transformation primaire. Oui. Très bien. Parce que tout est là. Je prends l'exemple, par exemple, des mines. Et je prends même l'exemple du phosphate. Le phosphate, vous pouvez le vendre à l'état brut et vous pouvez le vendre soit en engrais, soit en aliment de bétail. Vous savez quelle est la valeur ajoutée entre les différentes étapes? Ça peut être multiplié par 4, comme ça peut être multiplié par 8. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est de ne pas vendre à l'état brut. D'autant plus qu'on a le fertilisant. Le fertilisant, c'est le gaz. À l'état brut, on n'est pas compétitif. Le Maroc est mieux doté que nous en matière... mais puisqu'on a le fertilisant et que le gaz est subventionné, donc on est compétitif. On est compétitif et il vaut mieux le transformer, créer ce qu'on appelle les engrais dont on a besoin, dont le pays a besoin pour l'agriculture. Et vous avez, tout à l'heure dit monsieur, l'apport du PIB, de l'agriculture sur le PIB est très important. Donc remonter un peu la chaîne des filières. Et surtout concernant l'aliment du bétail. Alors là, c'est fondamental. Moi, je pense qu'il ne faut pas vendre à l'état brut les matières premières. C'est pas bon. C'est la même chose pour les hydrocarbures. Les hydrocarbures, la pétrochimie, elle a un peu sauvé le baril. Elle a un peu sauvé, pas tout à fait, mais quand même, elle a amorti le choc. Quand il y a la baisse du baril, la pétrochimie, il n'y a pas de baisse. Au contraire, ça reste toujours à un même niveau. Voilà pour répondre. J'ai cité cet exemple. Et ce sont là des investissements lourds qui requièrent l'intervention de l'État. On est dans le secteur public. Absolument. Je ne vois pas de grands industriels privés qui peuvent investir ces secteurs-là. J'arrive. Maintenant, il y a des investissements qui sont faits. Ou alors ils sont rares. C'est l'électronique et le numérique. Très bien. Ça, c'est très important. Je prends, même sur ce plateau, j'en ai parlé des pôles d'excellence. Des pôles d'excellence en électronique, par exemple, la BES. Autour de l'UNI, on peut créer tout un écosystème qui permet de générer de grandes valeurs ajoutées, et même le privé vient autour de ce noyau. Il s'appelle le pôle d'excellence. L'investissement, en réalité, il est fait. Tous les investissements en ligne sont faits. Ça ne nécessite pas de l'argent supplémentaire. Il reste uniquement le circuit imprimé dont les crédits sont déjà accordés. Avec ça, on aura un système pratiquement complet. Ça ne nécessite pas énormément de ressources financières pour développer ce pôle d'excellence. On a fait une proposition. On a fait une proposition. En 2018, on a travaillé sur ça. On a fait une proposition au CIM. Ça a été abordé, ça a été discuté longuement. On devrait passer au CPE pour concrétiser ce pôle d'excellence. Malheureusement, il y a eu changement et c'est un autre gouvernement qui venait après. D'accord. Nous avons justement avec nous un acteur qui est directement concerné. Vous êtes dans l'électroménager, Monsieur Guidoum. Alors, quand on entend Monsieur Kilian parler du secteur dans lequel vous activez, il y a des chances que votre secteur devienne un secteur plus ou moins indépendant vis-à-vis de la rente pétrolière, vis-à-vis des devises que rapporte la Sonatrach. Est-ce que ça peut se réaliser? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre secteur, à travers l'électroménager, devienne exportateur et puisse équilibrer sa balance de devises? Très bien. Tout d'abord, si on parle de filière d'industrie électronique, électroménager, si vous me permettez, je veux juste donner un petit historique qui concerne cette filière. Donc, il y a eu beaucoup de blabla autour de cette filière, histoire CKD, SKD, Tanna. Moi, je rappelle les gens aux années 80, avant les années 90, le marché algérien était détenu à 100% par des entreprises publiques, à savoir à l'image de l'ONIB, la Lunième ou la Sonatrach.
Par la suite, il y a eu l'ouverture du marché, produits d'importation. Je rappelle que les entreprises publiques faisaient de belles performances, mais elles arrivaient mal à satisfaire le besoin du marché. Donc le fait qu'il y a eu une ouverture du marché, l'importation de produits électroniques et électroménagers, c'est les produits internationaux, c'est les marques internationales qui ont pris de l'ampleur. Disons-le clairement, les entreprises publiques ont perdu leur marché Absolument, ils ont perdu leur marché au profit des marques internationales en importation de produits finis. En même temps, déficit de les concurrencer. Déficit de les concurrencer, à le retard technologique par rapport à ce qui est importé. Je continue juste l'historique pour expliquer un petit peu la séquence et la chronologie de la chose. À la fin des années 90, le gouvernement à l'époque s'est rendu compte, si on continue à importer des produits d'électronique et électroménager avec cette cadence, on va se retrouver à payer des montants colossaux en devises pour respecter ou bien pour répondre aux besoins de la population. Donc, il y a eu le lancement du fameux dispositif CKD-SKD en 2001 qui a poussé les gens à se convertir vers une fabrication locale et par la suite un certain taux d'intégration qui va permettre de réduire ce différentiel d'importation et à la fois, le plus important, de créer une richesse, création d'une richesse à travers création d'emplois, etc. Donc, il y a eu puisque vous abordez la question du taux d'intégration, mais justement, c'est là où se trouve la faille pour le gouvernement. À juste titre, on se retrouve à financer effectivement une industrie qui emploie des gens, qui arrive un peu à monter en cadence en termes d'intégration, mais ça reste marginal et on se contente du marché local. Donc, c'est pratiquement financer aussi les importations d'intrants. Moi, je ne partage pas à 100% ce que vous dites. C'est des déclarations politiques. Moi, je reviens toujours au terrain. J'ai même des chiffres en tête que je peux vous les citer. En matière d'importation de produits électroniques et électroménagers, l'Algérie importait en termes de kits CKD, SKD, elle importait aux alentours de 2019, 2018, même 2017, quelque chose qui tourne autour de 700 millions de dollars. 700 millions de dollars. Si on voulait la remplacer en produit fini, on aurait facilement doublé cette valeur. On aurait pu atteindre 1,5 milliard, voire 2 milliards de dollars à l'âge. Tout d'abord, parce qu'il y a une valeur ajoutée localement, surtout en ce qui concerne le produit blanc. Et ça, personne ne peut nier. Moi, j'invite tout le monde à nous rendre visite et venir voir comment on fait la transformation de tôle, comment on fait la transformation de plastique, comment on fait l'injection de mousse, l'injection de plastique, l'extrusion, le thermoformage. Tous ces process, on les fait à notre niveau. Maintenant, il y a eu quelques défaillances, quelques incohérences. Moi, je pourrais dire que ces incohérences étaient liées beaucoup plus à un élément très important qui est l'absence de cadre légal et réglementaire qui devait réglementer l'activité. Le CKD, le titre CKD, se donnait de manière un peu à tort et à travers. Donc, je cite un exemple, celui qui fabrique un réfrigérateur, celui qui fabrique la cabine et la porte a le droit au CKD. Et celui qui fabrique uniquement la porte, il a le droit au CKD. Donc, tout le monde s'oriente vers la solution la plus simple. L'absence d'un cadre légal a encouragé les gens à ne pas développer leur taux d'intégration. Entre-temps, il y a eu plusieurs cahiers des charges, notamment le dernier qui est sorti pour essayer justement de réguler toute cette activité. On est très content qu'il y a eu ce fameux cahier des charges. D'ailleurs, notre collectif l'avait réclamé il y a 2 ou 3 ans de cela, afin qu'il y ait une assise technique et réglementaire claire qui doit cadrer cette activité. Alhamdoulilah, Dieu merci, il y a un cahier des charges qui comporte beaucoup de risques qu'on a exposés au ministère de l'Industrie. Ils sont en train de les étudier afin de pallier à de nouvelles solutions orientées beaucoup plus intégration physique et non pas financière. Je ne vais pas rentrer dans les détails du cahier des charges, mais le plus important, c'est qu'il y a eu déjà un cadre légal qui va pousser les gens. Si vous voulez être fabricant, voilà ce qu'il faut fabriquer, sinon vous ne méritez pas le titre de fabricant. Et là, cette orientation va encourager les gens à intégrer davantage, de 1, 2, à créer un écosystème qui va permettre un tissu de sous-traitance assez intéressant, et 3, d'aller vers l'internationalisation de ces produits, de ces marques, voire soit vers les pays voisins, soit vers les pays de l'Europe, soit
vers les pays de l'Afrique. Très bien. Cette filière, je reviens un petit peu, cette filière peut représenter un pôle industriel d'excellence qui va permettre à notre économie d'avoir une vision assez pertinente et d'avoir un développement assez pertinent en matière d'export. Très bien. Monsieur Kaoubi, en plus des avantages accordés par l'État à travers les différentes lois, on voit le ministère de l'Industrie qui est en train d'élaborer plusieurs plans pour essayer un peu d'organiser toutes ces activités industrielles qui sont très dépendantes à des intrants importés. On voit qu'on va de plus en plus vers le protectionnisme, notamment à travers les fameux DAPS, droits additionnels de sauvegarde. Est-ce que c'est la voie aujourd'hui pour donner une chance, une énième chance pour l'industrie pour qu'elle puisse tout d'abord produire plus à travers le marché national et exporter? C'est relatif. Si les DAPS, le protectionnisme s'intègre dans une logique de redynamisation du secteur industriel à travers une régulation beaucoup plus intelligente qui est orientée vers l'entreprise, et donc qui permettrait l'amélioration de la maîtrise des processus de production et donc l'amélioration des taux d'intégration et une amélioration nette des processus de gestion et donc de permettre une meilleure gouvernance tout en adaptant l'environnement de l'entreprise de façon à ce qu'il encourage la compétition, je dirais que les DAPS pourraient servir momentanément à accroître des capacités de compétition de nos entreprises. Mais si le statu quo reste comme il est, le protectionnisme ne durera pas très longtemps. Et si on est dans le contexte actuel, et on ira avec notre fragilité financière vers des financements extérieurs et donc systématiquement vers des ajustements soumis à des conditionnalités des institutions internationales, on sera obligé, d'une manière ou d'une autre, d'abandonner ces règles de protectionnisme. Parce qu'une entreprise, elle ne peut pas prétendre être un éternel adolescent, et de demander à chaque fois la tutelle de l'État et des gouvernements. Le meilleur gage de survie de l'entreprise, c'est sa compétitivité, c'est son savoir-faire et sa capacité d'avoir des stratégies qui intègrent les différents éléments et les différentes incertitudes de l'environnement de façon à ce qu'elle dure, à ce qu'elle puisse rivaliser avec ses concurrents. Il ne faut pas qu'on vive dans un temps qui n'est plus le temps d'aujourd'hui. L'économie actuellement, elle est mondialisée. Certes, on a connu ces dernières années des politiques protectionnistes, notamment dans la guerre entre les États-Unis et la Chine, mais ce n'est pas du tout avec la logique actuelle. Donc la logique du protectionnisme devrait momentanément aider à accroître les capacités de compétition des entreprises et non pas de protéger des canards boiteux. C'est très important parce que le protectionnisme a un coût et le coût, c'est le trésor public qui est en train qui le paiera d'une manière ou d'une autre. Donc c'est les citoyens d'aujourd'hui ou les citoyens de demain. Donc il faut que la nuance soit faite. La deuxième des choses qui est en train de se faire actuellement au niveau du ministère de l'Industrie est à encourager. Parce que, sincèrement, pour le dossier du montage des véhicules, comme éventuellement pour le dossier de CKD-SKD, il y a un certain passage à une meilleure maîtrise des opérations, à une meilleure connaissance des opérations, et donc à une meilleure réglementation qui régisse les opérations et qui plaide vers l'encouragement de la valeur ajoutée et des entreprises qui créent de la valeur. Et dans ce sens, la réglementation est appelée à durer. Vous avez parlé tout à l'heure de plusieurs cahiers de charges, plusieurs législations. Donc plusieurs législations en 10 ans, ça démontre quoi? Ça démontre soit qu'on ne connaissait pas réellement comment se faisaient les opérations, et ce qui a donné lieu à des opérations de piratage à droite et à gauche qui ont profité d'un taux de change qui n'encourage pas la production et qui crée un effet d'éviction pour l'importation et qui, in fine,
encourage des opérations de surfacturation. Deuxièmement, cette méconnaissance des opérations crée un problème d'instabilité et rend l'opération de gestion une opération instable. Donc les entreprises ne peuvent pas se projeter. Et si on est dans un contexte tel que celui que je décris, on ne peut pas exiger des entreprises d'être performantes, de s'investir sur la durée ou de faire dans la surfacturation, quand bien même la surfacturation, elle est prohibée, elle est combattue moralement, mais sur le plan économique des opérations, si c'est la voie pour gagner plus, c'est comme ça que beaucoup d'entreprises publiques ont excellé dans la surfacturation. Très bien. Alors vous avez abordé une thématique importante, ça concerne l'apprentissage justement. Quand on voit ce qui s'est passé dans les autres pays industrialisés, en tout cas ceux qui ont rejoint le marché un peu durant les années 60-70, je peux citer la Corée du Sud, la Chine et d'autres pays industrialisés, ce qu'on appelle les pays du dragon, sud-est asiatique. Alors ces pays-là ont dû passer ou compter notamment sur les investissements étrangers qui sont passés par une période d'apprentissage. Alors si on veut développer notre industrie, est-ce qu'on n'est pas aussi obligé de passer par les IDE pour devenir un pays de sous-traitance, comme ça se passe en Méditerranée? Moi, je crois que la solution n'est pas... C'est pas l'étranger ne doit pas être participatif dans le capital. C'est des apports technologiques. Ça, personnellement, je suis d'accord pour ça. La clé, c'est le partenariat public-privé. À charge pour le privé. Pour vendre à qui? Comment pour vendre à qui? Ça, les IDE, l'avantage, c'est qu'on fabrique et on sous-traite pour des grandes entreprises qui ont des marchés à l'international. Mais ça peut se négocier dans le cadre d'un accord d'association, il n'y a aucun problème, même un apport technologique. Ça, c'est une question de négociation et de la mise en œuvre et de la mise en place d'un accord d'association. Toute la discussion, elle est là. C'est dans les négociations des accords d'association, qu'on le veuille ou non. À mon avis, le public privé et le public doit être minoritaire. Maintenant, ce qu'il faut revoir, à mon avis, il faut revoir la minorité bloquante. Elle est aujourd'hui à 34%. Il faut que le public, les Chinois par exemple, que vous avez cité tout à l'heure, ils sont très libéraux dans leur fonctionnement. Vous savez, dans chaque, pratiquement, entreprise chinoise, il y a la participation publique est de 5% seulement. Ça s'appelle OCT. Et la Chine est un pays de sous-traitance. Avant d'être un producteur-exportateur de ses propres marques, la Chine a fabriqué pour les grandes firmes internationales dans tous les domaines. Oui, mais d'accord, mais... Parce qu'on a affaire, je veux dire, juste pour expliquer, on a affaire à des mastodontes qui maîtrisent déjà le marché, qui ont le marché. Qui ont le réseau. Comment les entreprises qui arrivent maintenant, en 2021, écoutez, c'est une question de négociation. Et je peux vous citer un exemple que moi-même j'ai vécu pour la fabrication des onduleurs pour les énergies renouvelables. Nous avons négocié avec le partenaire qui est un partenaire italien. Malheureusement, le dossier n'est pas passé encore au CPE. Et ce partenaire, il a pris en charge, dans l'accord d'association, c'est lui-même qui rachète une partie de la production pour la vendre à travers son réseau à l'étranger. Et c'est une question de négociation, et rien d'autre. Mais ce que je dis... On est dans la sous-traitance. Oui, oui. Mais ce que je dis, il faut laisser le privé, le management doit être au privé. Les garde-fous sont assurés par une minorité de compte à un niveau très bas. Au lieu de ces 34%, c'est 5%. Vous parlez des entreprises publiques qui ont des difficultés, notamment à cause du code des marchés. Toutes les entreprises publiques ont des difficultés en réalité. De gestion, les difficultés ne sont pas les mêmes. Peut-être les entreprises publiques on n'a pas la même souplesse qu'une entreprise privée. Éléments qui bloquent un peu leur progrès. Moi, je crois que la solution, c'est le public-privé, mais le privé doit être le manager et il doit être majoritaire. Il y a le problème du foncier qu'il faut régler, par des textes et par des lois. C'est tout. Très bien. Public-privé, c'est exactement comme la Chine. Mais le public doit être à un niveau très bas. C'est-à-dire, au lieu qu'on ait 34% de la minorité bloquante, on doit être uniquement à 5%. Uniquement pour veiller, en réalité pour éviter ce qui s'est passé de la décennie 2000 jusqu'en 2020. Les oligarques, s'ils avaient les 5% du public avec un œil sur ce qu'ils font, je vous assure qu'on ne serait pas dans cette situation. Très bien. Peut-être, M. Guidon, vous avez un autre avis un peu sur la sous-traitance pour des grandes firmes qui ont déjà des marchés à l'international? Écoutez, moi je dirais tout d'abord, les IDE, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des investissements importants des IDE en Algérie, des investissements directs étrangers en Algérie, du moment que il y a certains obstacles qui continuent toujours à exister. Je cite à titre d'exemple. Même le privé algérien n'arrive pas à travailler
dans de bonnes conditions. Convenablement, comment voulez-vous qu'un étranger qui est habitué à une agilité, à une flexibilité extrême, se retrouve devant une administration qui a un niveau extrême en matière de bureaucratie. On parle d'abandon de la règle 51-49 sur le plan, sur le terrain. Il n'y a aucun signe qui fait acter cet abandon ou bien cette règle, cet abandon de règle. On demande à des idiots de venir s'installer en Algérie et à la fois on leur pose un sérieux problème de ne pouvoir transférer les dividendes. Tout cela... C'est la réglementation d'échange. Voilà. Donc tout cela fait que les idiots ne s'intéressent pas au marché algérien. Et puis, il y a aussi un détail qui est très important. Je rejoins l'avis de M. Kinan. C'est une question de négociation. Je vous donne un marché qui est un marché quand même assez intéressant, qui est un marché qui présente un potentiel très important. Et en contrepartie, vous me donnez déjà une part de votre marché à l'export. Maintenant, ce niveau de négociation, il faut savoir le faire. Il faut savoir le jouer parce que là, il s'agit d'un va-et-vient entre les deux parties, entre l'Algérie et bien sûr ces étrangers-là. L'étranger, lorsqu'il trouve ses calculs, il viendra systématiquement s'installer en Algérie. Il y a un deuxième point qui est très important. Le doing business en Algérie est très faible. L'attractivité d'investissement en Algérie, elle est très très faible. Tout cela fait un blocage et une contrainte très très importante pour que les IDE viennent s'installer en Algérie. Par contre, trouver des partenaires locaux qui feront la sous-traitance pour ces IDE, là, ça pourrait être une alternative assez intéressante. Monsieur Kaoui, peut-être vous avez quelque chose à rajouter concernant cette question de la sous-traitance. Est-ce que l'Algérie, en matière d'industrie, n'a pas vocation à devenir un pays de sous-traitance pour pouvoir développer son industrie à l'export? Oui, moi, personnellement, l'option des EDE, on est condamné à aller vers ça si on veut asseoir une industrie de demain. Donc, on va pas... marché extérieur aussi. Oui, on va pas... Les insuffisances actuellement, c'est des insuffisances en matière de maîtrise de processus de production et donc d'intégration. Et pour cela, l'expérience étrangère, elle est très très importante. Alors intéresser des leaders dans le domaine, dans divers domaines, à venir à ramener de la technologie, c'est quelque chose de très très important. À financer, c'est quelque chose de très très important parce qu'on rentre dans un cycle où on a besoin de financement. Et à partir de là, on a besoin d'avoir des positions commerciales sur un marché mondial où la concurrence est très très rude. Et là, le savoir-faire est énorme. On ne va pas attendre encore 15 ans à 20 ans pour avoir un apprentissage, comment exporter, comment faire la chose. Et dans tout ce processus de changement, la mise à niveau de l'administration, elle est indispensable parce que l'attractivité de l'Algérie en dépend. Si la régulation ne peut pas être faite de manière uniforme avec ce qui se fait au niveau international, si on n'arrive pas à produire une réglementation stable, le problème, ce n'est pas un problème de bureaucratie uniquement, c'est un problème de compétence, de savoir. Quand on légifère ou on réglemente un domaine technique, il faut le connaître, comment se fassent les opérations. Et c'est à partir de là qu'on peut pondre une réglementation qui n'est pas dans un esprit de créer une réalité, mais de s'adapter à une réalité qui est partout au monde. C'est comme ça que d'autres pays ont pu amorcer leur processus de changement, qui ont pu changer leur environnement afin d'attirer les IDE. Les IDE ne sont pas en train de frapper dans les portes des pays. Actuellement, les flux sont vers le nord. Ce n'est plus le sud qui attire. Dans un contexte de Covid et de rareté des financements. Et puis, il y a quelque chose de très très important, il ne faut pas aussi qu'on soit imbu un petit peu de notre position. Maintenant, les marchés locaux ne représentent rien. C'est les marchés régionaux, voire continentaux, qui attirent les grandes firmes. C'est un marché, moi personnellement, quand on parle d'automobile, quand on parle d'un marché de 250 000 véhicules, c'est à peine une petite unité de fabrication ou une moyenne unité de fabrication. Quand on sait que la production mondiale des véhicules, elle est de 100 millions d'unités par an, et quand 6 sur 10 véhicules produits sont produits en Extrême-Orient, 4 pays, la Corée, la Chine, le Japon et le Singapour, on se pose des questions. Donc, soit on est conscient des enjeux, des logiques avec lesquelles fonctionne
les marchés et se décident les investissements et se forment les stratégies, soit on fait avec, soit on est exclu. On a vécu pendant une très grande période renfermé sur nous-mêmes. Le pétrole nous a aidé énormément à ignorer ce changement qui s'opérait sur les marchés mondiaux. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de se renfermer sur nous, de vendre, de rêver sur la redistribution de la rente pétrolière, c'est d'aller vers des benchmarks. La loi sur les hydrocarbures en est là l'expression manifeste. On est allé voir comment se font les choses ailleurs et on ramène un environnement qui puisse changer les choses. Maintenant, cessons de parler de secteur public et de secteur privé. Parlons économie, parlons compétition, parlons création de la valeur ajoutée, et c'est à partir de là qu'on parlera le même langage. Si on est sur des clivages doctrinaux qui ne régleraient rien sur le plan de la réalité économique, on va continuer notre débat, mais au même moment, d'autres pays avancent, des marchés se forment, des grandes firmes internationales s'installent ailleurs, et on sera le parent pauvre des idiots quand on voit qu'est-ce qu'on capte en termes de montant, quand on voit que ça fait ces 5 ou 6 dernières années, 3 années ont connu un désinvestissement en matière d'idiots en Algérie. C'est des chiffres qui devraient attirer l'attention de ceux qui organisent les choses, de ceux qui réglementent et qui sont censés produire le changement escompté pour le bien de l'Algérie, pour le bien des générations futures. Monsieur Kinen, est-ce qu'une stratégie cohérente en matière d'industrie implique l'abandon de certains secteurs? Il faut éviter les investissements lourds. L'industrie lourde aujourd'hui, c'est très difficile de la mettre en œuvre et nous n'avons pas les capacités financières pour faire ça. Je le dis, je le répète, c'est les industries de transformation qui sont porteurs aujourd'hui de grandes valeurs ajoutées. Et puis la digitalisation, la numérisation et tout ce qui s'ensuit. Et là, moi j'ai une proposition à faire concernant la numérisation. Pourquoi ne pas créer un ministère de l'industrie numérique? Parce qu'aujourd'hui, il y a une circuit qui s'appelle numérisation et digitalisation. Mais pourquoi ne pas créer et c'est très porteur, et c'est l'avenir même, je dirais, un ministère de l'industrie du numérique qui lui est rattaché. Tout ce qui est numérique, comme a fait l'industrie pharmaceutique, on a rattaché Saïdan. Il faut y aller par étapes. Il y a déjà la numérisation de l'administration qui commence à peine. Donc, Oui, mais aujourd'hui, il y a des capacités, hein, je dis, en matière non seulement en matière de formation, il y a une richesse extraordinaire. Hein. On est capable de faire beaucoup de choses. On le voit à travers les jeunes qui se lancent dans les startups. Oui, oui. Mais les startups, c'est quoi? C'est une sous-traitance de l'industrie numérique. Effectivement. Et moi, à mon avis, il faut développer très rapidement et créer, transformer la numérisation en industrie numérique et lui rattacher tout ce qui est numérique, que ce soit privé ou public. À ce moment-là, ce sera un environnement très adapté au développement. On ne va pas sous-traiter le développement. Aujourd'hui, le ministère de l'Industrie, c'est un big ministère. Les voitures, tout ça, tout ce qui se passe, c'est beaucoup. Il faut quand même spécialiser, surtout dans le développement, parce qu'il ne faut pas oublier l'existant, le fonctionnement existant et le développement. Le développement ne peut se faire que dans un environnement circonscrit. Donc, le numérique, le digital et tout ce qui est, comment on appelle ça, start-up, peuvent évoluer dans un même espace. Et c'est très rentable. Moi, je pense que c'est très rentable et on a les moyens. Ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement. Parce qu'il y a déjà... la compétence, elle est là. Elle est présente. Je vous cite l'exemple, à Belabès, on s'est doté de moyens pour fabriquer n'importe quel équipement électronique. À travers ce qu'on appelle le reverse engineering. Et on l'a fait. On nous a dit, faites les TPE, on les a fait. Bon, évidemment, avec un apport technologique chinois. Et il y a toujours un apport technologique, mais ce n'est pas un apport participatif au niveau de l'actionnariat, mais c'est un apport technologique qui est limité dans le temps. Oui. C'est une transition toute faite pour parler de l'apport de l'université, l'apport de la technologie. Avec vous, M. Guidoum, je sais qu'au sein de la CAPC, vous essayez un peu de coopter ces jeunes qui sortent des universités. Vous avez même une section au sein de la CAPC qui s'occupe un peu des jeunes porteurs de projets. Alors justement, quel pourrait l'apport justement de l'université, de ces jeunes qui sortent de l'université pour relancer l'industrie, ne serait-ce qu'à une petite échelle? Alors, tout d'abord, au sein de notre organisation qui est la CAPC, il y a déjà un volet qui s'appelle le GIL CAPC.
Le deal CAPSE déjà travaille de manière horizontale avec toutes les startups qui existent en Algérie. Enfin, il essaie de travailler avec toutes les startups qui existent en Algérie. À la fois, il ouvre la porte à tous les jeunes innovateurs, que ce soit dans le domaine numérique ou autre. Mais il leur donne l'opportunité de se développer dans un écosystème plus ou moins cohérent. Maintenant, quel apport peuvent apporter ces jeunes à l'industrie? Moi, je dirais que ces jeunes peuvent apporter non seulement à l'industrie, mais à l'économie nationale un grand apport, le fait de digitaliser notre économie. Et digitaliser notre économie, maintenant, il y a de nouveaux termes qui existent dans l'économie mondiale, c'est la transformation digitale de l'économie. Si on parle de transformation digitale, on parle de transformation des administrations qui sont en train de gérer et de réglementer notre économie, à savoir l'administration fiscale, l'administration douanière, l'administration domaniale, l'administration bancaire. Si on arrive déjà à digitaliser ces administrations, déjà une grande part de la bureaucratie va disparaître. Moi, je peux citer un exemple que j'ai vécu aujourd'hui. Le secteur privé peut participer justement à l'accélération de cette digitalisation. Dans cette transformation digitale et peut apporter un grand plus, soit sur le plan hard, on peut fabriquer pas mal de choses localement dans le cadre du numérique, soit sur le plan soft, qui reste la partie la plus importante et la plus intelligente, parce que la partie soft, elle s'adapte aux conditions de notre environnement, aux conditions de notre économie et aux conditions de notre marché. Donc tout cela peut apporter un grand plus et peut faire accélérer le traitement et le développement de l'économie et de l'industrie de manière pas... Il ne reste pas beaucoup de temps. Peut-être une dernière question à vous trois. Alors, quand on voit aujourd'hui la crise ou la succession de crises qu'a connue l'Algérie, tout d'abord la crise de la baisse des revenus pétroliers qui date depuis 2014, par la suite la crise politique a duré à peu près une année, en 2019, juste après la crise sanitaire. Alors sa succession de crises qui ne touche pas seulement l'Algérie, avec la crise sanitaire notamment au niveau international, est-ce que ce n'est pas aussi une opportunité pour l'Algérie pour développer son industrie? Ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Maintenant, c'est la réaction de chaque système par rapport à des situations pareilles qui va démontrer le degré de maturité du système de gouvernance pour trouver des solutions nécessaires pour faire face et donc d'amorcer un processus de changement dans des périodes difficiles. Et ça, c'est le génie des grandes nations, c'est le génie des systèmes de gouvernance savants qui, dans des conditions difficiles, arrivent à faire naître des solutions salvatrices. Très bien, M. Kidem. Effectivement, je ne sais pas si vous avez entendu parler du syndrome hollandais. On est dans ce cas. Nos entreprises sont dans ce cas, puisque dès que il y a baisse du prix du pétrole, on ne peut plus, aujourd'hui nos entreprises ne peuvent plus générer assez de ressources pour faire face aux dépenses de matières premières et même d'input. Donc effectivement, en tenant compte de l'expérience du passé, il est possible de développer, comme je l'ai dit tout à l'heure, un écosystème qui permet de sortir de cette crise, en tenant compte de l'expérience qu'on a vécue, que j'ai citée tout à l'heure, et qui nous permet un peu de m'appliquer. Je dis, et je le répète encore, l'industrie du numérique, c'est à notre portée. On l'a prouvé à maintes reprises. Et je reviens sur la question, je m'excuse de revenir sur une question. Les relations entre l'université et le groupe El Jazair, on a été les pionniers. Il y a ici des relations très poussées et même des équipements ont été fabriqués et on est en train même d'exporter. Oui, à travers le SOREMEP de Tlemcen. Et tout ça, c'est en relation avec l'université, avec la recherche scientifique. Je devrais signer un protocole avec les responsables. Malheureusement, je suis parti. Mais les relations sont très poussées avec toute la recherche scientifique à travers toutes les wilayas où il y a de la recherche scientifique. Voilà, c'est possible, vraiment c'est possible de sortir de cette crise. Avec la crise, est-ce que ça peut être au contraire un élément accélérateur? Absolument, on doit compter sur nous-mêmes et on a la possibilité de le faire, surtout qu'il y a les moyens aujourd'hui. Ce n'est pas des moyens financiers, c'est surtout la compétence. La compétence, elle est là. D'accord. Monsieur Guédou, vous serez le dernier intervenant. Alors, comment la crise pourrait profiter justement à la relance industrielle? Là, vous évoquez une question très très large et qu'on peut aborder sur différents volets.
Moi, si je peux résumer à peu près quelles sont les actions principales qu'il faut mener. Tout d'abord, il faut arrêter à donner des charges négatives en ce qui concerne l'industrie. Il y a eu des gens qui ont failli à leur mission, ce n'est pas tous les industriels qui l'ont fait. Il y a beaucoup de gens, moi je les appelle des patriotes économiques. Il y a beaucoup de gens qui ont préféré la voie difficile d'investir en Algérie, et c'est du courage, investir sans pour autant savoir si l'investissement va réussir ou pas. Malgré cela, ils ont préféré d'investir et apporter un plus, créer de la richesse et à la fois développer l'industrie en Algérie. Nous avons notre groupe nous avons investi dans l'industrie pneumatique et Dieu sait les contraintes qu'on est en train de rencontrer. Donc, tout d'abord, il faut arrêter, il faut donner toujours des charges positives. Le premier qui l'a fait, je le salue à partir de votre émission, c'est le président de la République lors des journées de la relance économique. Ouais. Il a évoqué un point très important, il a donné un signal très très fort que les gens qui investissent en Algérie, c'est des gens qui méritent le salut. Et là, c'est un point très très fort. J'espère que cette vision, ce signal va être répété au niveau des autres, des autres niveaux. Le deuxième point, si on veut développer une industrie moderne et pertinente, c'est de donner une vision assez claire et donner de la visibilité aux gens. Au jour d'aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, on n'arrive même pas à faire une cartographie des industries qui existent en Algérie. Comment voulez-vous qu'on développe tel ou tel secteur alors qu'on n'a même pas une visibilité? Quelles sont les industries qui ont réussi, qui existent en Algérie? Il y a combien d'acteurs? Quelles sont les performances? Quels sont les chiffres? Etc. etc. Un autre point, de concrétiser des lois qui sont validées, plutôt rédigées par des hauts responsables, validées par un parlement, par une institution officielle. Malheureusement, ces voies, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'ont pas vu le jour. Maintenant, on parle de nouveaux codes d'investissement. On parle d'un nouveau code alors que l'ancien code qui a été élaboré en 2016, il y a plus de 30 lois qui n'ont pas encore vu le jour, tout simplement parce qu'il n'y a pas de texte applicatif. Tout cela fait que si on parle et continue à parler sans passer à l'acte, sans passer à la concrétisation de nos visions et de nos décisions, cela c'est comme si on est en train de créer un cercle vicieux et à travers lequel on ne va pas en sortir. Monsieur Diamé Guidoumi, l'appel est lancé. Je rappelle que vous êtes PDG d'entreprise spécialisée en électroménager Iris et président de la commission industrielle de la Confédération algérienne du patronat. Merci d'avoir participé à cette émission. Kinan Djouaji Djilali, expert en industrie, vous avez été aussi à la tête de Elek El Jazair. Merci d'avoir participé également au débat. Et puis l'économiste Mahfoud Kaoubi, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois. Merci beaucoup.